Balade Psy, le podcast qui vous permet d'explorer votre monde intérieur. Je suis Dimitri Kakouros, médecin psychiatre, formé en thérapie comportementale et cognitive, ainsi qu'à l'hypnose ericksonienne, et auteur du livre « Manuel pour se libérer de l'emprise du stress », publié aux éditions Erol. Prendre des décisions importantes, ressentir des émotions qui nous submergent, traverser des moments de vie difficiles, gérer ses relations avec les autres, sont autant de défis qui traversent notre quotidien et nous laissent parfois démunis. Dans ce podcast, je vous propose de partager mon expérience de thérapeute et de prendre de la hauteur sur ces différents sentiers. Bonne balade! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler du burn-out, de ses symptômes, de ses causes, ainsi que de ses conséquences. Car il s'agit à mon sens d'une difficulté qui est encore mal comprise. Entre maladie du siècle et maladie imaginaire, entre déni et hyperfocalisation, cette pathologie suscite souvent de nombreux débats et de nombreuses incompréhensions. Moi, je vois de nombreux patients en consultation qui viennent après plusieurs mois de difficultés. Et je souhaitais vraiment vous proposer une clarification pour faciliter les démarches de soins tellement difficiles, parfois quand on est en souffrance. L'élément primordial pour débuter, à mon sens, mais trop souvent sous-estimé, c'est que c'est très fréquent. Si vous connaissez un proche qui a ces symptômes, ou si c'est votre cas, peut-être on pourrait commencer par le fait que vous n'êtes pas seul. L'Institut de veille sanitaire estimait en 2024 que 7% des salariés sont en burn-out, jusque 40% avec un stress trop élevé au travail. Mais finalement, est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'on le dit ? Trop souvent, non, en fait, en pratique. Car cette information est masquée, parce qu'on a honte, parce qu'on se sent coupable, qu'on ne veut pas paraître faible. Pourtant, ça reste une réalité fréquente. La plupart des patients que je peux voir en consultation ne le disent pas à leurs collègues. Ils ont même du mal à informer leurs amis ou leur famille. C'est un peu comme s'il s'agissait d'une sorte de crime qu'il fallait cacher à la société. Et c'est vrai que parfois, ça peut être mal reçu ou minimisé. Mais c'est pas pour ça que c'est pas là. Ensuite, pour commencer, le burn-out finalement, c'est quoi ? Parce que si vous commencez à regarder sur Internet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de définitions, on peut même un peu s'y perdre, bref, se rendre compte que c'est pas très clair. Déjà, il y a un certain flou concernant le cadre de cette difficulté, puisque officiellement, elle n'est pas inscrite dans les pathologies psychiatriques. En fait, si on est plus précis, dans la classification internationale des maladies, elle est décrite comme facteur influent sur l'état de santé ou sur les motifs de recours aux services de santé. Bref, on voit déjà que ça favorise pas forcément le fait de consulter un professionnel de santé pour ça. Habituellement, on aura tendance à proposer une triade pour définir le burn-out. 1. Un épuisement émotionnel et physique. Vous êtes fatigué dès le matin, sans énergie, un peu comme si vous étiez une pile en bout de course, un portable qui a plus de batterie. Les répercussions peuvent également concerner le sommeil et l'appétit. Moi, je vois de nombreux patients qui décrivent que dès le matin, ils se sentent à bout, ils en peuvent plus, ils voient pas comment est-ce qu'ils vont réussir à terminer la journée, alors qu'elle débute tout juste. Cet épuisement, il n'est pas uniquement organique, il est également émotionnel. Vous avez moins d'entrain pour faire des choses plaisantes. Imaginons par exemple que vous aimez habituellement passer du temps avec votre famille, ou faire une activité comme le cinéma ou le sport. Et ce plaisir, d'un coup, n'est plus le même, n'est plus aussi intense, n'est plus aussi vif, n'est plus aussi agréable. Il est en quelque sorte diminué, réduit, voire aboli. Bref, c'est plus pareil, quoi. Le deuxième point, c'est un état de dépersonnalisation ou de déshumanisation. Ça veut dire quoi, ça ? En mots plus simples, ça veut dire vous vous sentez à côté de vos pompes. Vous êtes pessimiste, détaché, des éléments à la fois positifs et négatifs qui peuvent vous entourer.
moi j'ai le souvenir en consultation de personnes que je peux voir qui évoquent des anniversaires ou des fêtes qui pourtant sont vraiment attendues depuis longtemps, sont appréciées, et d'un coup ils décrivent que ça leur fait rien du tout, alors qu'avant c'était pas le cas. Ça peut le faire lors d'événements positifs, mais aussi lors d'événements négatifs. Par exemple, un décès ou une dispute aurait été des choses qui vous auraient beaucoup affecté, et d'un coup, pas de connexion à ça, à côté, non disponible. C'est un peu comme si finalement vous étiez là, mais plus tout à fait en fait. Troisième point, c'est la perte de sens, notamment au travail, mais on voit bien encore une fois que ça peut aller plus loin que seulement le cadre du travail. Souvent, en fait, il y aura un ensemble de questionnements sur le sens de ce qu'on fait. Si on prend l'exemple du travail, sur le sens du travail. Ces éléments, d'ailleurs, ils peuvent être à la fois cause et conséquence de burn-out. Pourquoi est-ce que je fais ce travail ? On pourrait presque généraliser d'ailleurs par pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que je fais cette activité ? Pourquoi est-ce que je m'investis ou j'investis autant de temps dans cet élément ? Qu'est-ce que j'y trouve finalement en pratique ? Et souvent, ce qui vient avec, et puis qui crée cette douleur, qui crée cette tension interne, c'est est-ce que je ne serais pas mieux ailleurs ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas osé faire et qui finalement m'irait, me conviendrait, serait plus adapté pour moi ? Ok, imaginez maintenant que vous, ou un de vos proches, ressente ces symptômes. Une question qui se pose rapidement, c'est comment ça marche ? Comment en fait ça se fait que d'un coup, on ressente cet épuisement, cette distance par rapport au monde et cette perte de sens qui y est associée ? Pourquoi d'un coup ça fait hop et puis il se passe ça ? Un des éléments importants de compréhension, c'est le stress. Le stress correspond à un stimulus qui va modifier votre équilibre interne et nécessiter de ce fait une adaptation. Le stress, on est tout le temps soumis à ça. C'est un processus adaptatif qui est normal, qui est physiologique et qui, encore une fois, est presque quotidien. Lorsque vous avez un changement de votre programme, lorsque vous déménagez, même si c'est une bonne nouvelle, lorsque vous avez une nouvelle mission, lorsque vous avez un enfant, vous êtes face à un stress permanent. Suite à ce stress, un certain nombre d'hormones, typiquement l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol, vont augmenter pour vous permettre de vous adapter à cet effort. On va en fait puiser dans les stocks, un peu comme si on prenait de l'argent dans la banque en temps de crise. Le problème, c'est que vous pouvez pas courir un marathon éternellement. Il y a un moment, faut laisser de la recharge, il y a un moment, faut laisser reprendre du stock pour pas tout puiser dedans. Et c'est un peu ce qui se passe lorsque vous êtes soumis à un stress chronique. Parce que la mission, elle va s'éterniser. Parce que vous ne vous êtes pas adapté à votre nouvelle vie en lien avec une nouvelle relation. Ou encore un enfant, où typiquement, ça va demander un certain nombre d'adaptations aussi. Ces réserves, elles ne sont pas infinies. Et c'est là que vient le burn-out. Historiquement, le terme de burn-out était lié au travail de soignants qui s'épuisaient émotionnellement et physiquement, notamment dans des unités d'addictologie. Bon, on voit bien que cet épuisement, par son mécanisme même en fait, il peut largement dépasser le cadre professionnel pur, et encore plus celui des soins, même si ça reste des métiers particulièrement exposés. L'idée globale, en tout cas, à garder, c'est j'ai une demande qui est trop élevée en termes d'intensité ou en termes de durée par rapport à ce qu'il est possible pour moi d'endurer. Trop intense, ça peut correspondre à certains patients que je peux voir où d'un coup, ils rompent leur relation, ils changent de poste et de maison. Bon bah là, ça fait juste trop d'un coup. Trop long, c'est un peu différent. C'est plutôt des situations comme le fait d'avoir une mission au travail qui va demander un investissement intense. Au début, on s'adapte.
Au début, on tient le cap, puis ça dure, et il y a un moment où, pouf, là on va s'épuiser. De même, là on voit bien que ça peut dépasser le cadre professionnel. Quand on a un enfant, et qu'en même temps, même si c'est très positif, on va essayer de tout conserver de manière similaire, ce que j'entends souvent c'est comme si de rien n'était, que du coup on va conserver tous les autres éléments autour de la même manière, le risque, c'est de sombrer parce qu'on ne s'est pas adapté à la nouvelle demande. Le risque du burn-out, finalement, c'est quoi ? En fait, c'est tomber dans d'autres difficultés associées et qui, là, pour le coup, vont rejoindre des pathologies psychiatriques bien documentées. En premier lieu, le premier risque, c'est la dépression. La dépression, elle va se caractériser par une tristesse, une perte d'élan vital, un ralentissement, voire des idées suicidaires qui vont persister au-delà de plusieurs semaines. Mais c'est pas le seul risque. Le risque, il est aussi de développer des addictions. Parce que l'alcool, le cannabis ou le tabac ou d'autres consommations vont tenter en fait de nous faire tenir le rythme, de nous faire passer ce côté désagréable, de nous faire persister dans nos difficultés en quelque sorte. Le problème des addictions, ça va être le prix que ça va nous coûter en termes d'énergie, en termes de dépendance, en termes de fatigue, en termes de répercussions socio-professionnelles. Enfin, au-delà des difficultés occasionnées d'ordre psychique, il ne faut pas oublier vraiment tout ce qui a trait à l'environnement, qui en prend souvent un coup. De nombreux patients vont décrire des difficultés de couple en conséquence, un isolement relatif par rapport à des amis qu'ils ne voient plus, soit parce qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'ils ont peur de les déranger, ou au contraire parce qu'ils leur en parlent trop, et petit à petit, ces personnes dans leur entourage s'éloignent. C'est un peu comme si finalement, vous étiez une sorte d'animal blessé qui va aller se cacher dans sa grotte, mais qui du coup va perdre un soutien qui pour le coup est quand même très utile à ce moment-là. Du coup, une question fréquente, c'est ok, une fois que le burn-out est là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et peut-être déjà je commencerai par dire, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses possibles. Souvent, en fait, les consultations, elles sont tardives, voire même très tardives. Beaucoup de personnes ont en fait souvent l'impression que consulter un psychiatre, c'est admettre une faiblesse, une vulnérabilité, qu'ils vont être capables de rebondir d'eux-mêmes, un petit peu comme s'il suffisait d'avoir de la volonté, de la motivation, et qu'après c'est bon, ça va repartir. Souvent, voir un psychiatre, c'est aussi la peur de finir avec plein de cachets, de devenir amorphe, un zombie, parce qu'on connaît telle personne qui, en prenant des comprimés, a fini comme ci ou comme ça. Ou encore pire, parce qu'on a vu sur Internet qu'après avoir pris des antidépresseurs, cette personne a terminé comme ci ou comme ça. En pratique, on sait dans les études que plus les prises en charge vont être précoces, plus le pronostic va être bon. Moins il y aura aussi de symptômes résiduels. De même, les recommandations actuelles de la Haute Autorité de Santé, elles orientent plutôt vers un éloignement temporaire du travail, par exemple sous la forme d'un arrêt de travail. Une adaptation du poste, elle est également souvent pertinente et à discuter en fait avec le médecin qui vous voit. Enfin, tout ce qui est autour de la psychothérapie va réellement aider à mieux déterminer les facteurs personnels en lien avec les difficultés rencontrées. Cette psychothérapie, elle peut être réalisée par des psychologues, par des psychiatres, en individuel, en groupe. Puis lors de cette thérapie, on peut se dire, à partir du moment où le problème c'est le travail, qu'est-ce que moi je vais travailler quand je vais voir un psychothérapeute ? En fait, ce qu'on va travailler, ce sont les éléments qui sont liés à l'environnement, mais aussi les éléments qui sont liés aux exigences, à l'estime de soi, dans le but de finalement faciliter la recharge de ces batteries, dans un premier temps, mais surtout d'agir différemment par la suite. Si vous ne changez pas les données de l'équation, vous aurez forcément toujours le même résultat. Le traitement médicamenteux, il est parfois nécessaire, c'est vrai, lorsqu'il y a un certain nombre de complications, notamment la dépression telle qu'on l'a évoquée,
Mais dans tous les cas, 1, il n'est pas systématique, et 2, il est toujours discuté. Le plus souvent, lorsque les consultations sont précoces, il n'est pas nécessaire. Plus on va tarder, plus ça va s'aggraver, plus il y a de chances, malheureusement, que ce soit nécessaire. Et oui, je terminerai avec ça, c'est dur de consulter. C'est dur d'admettre qu'on s'est planté, qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas réussi à s'adapter, qu'on est vulnérable, qu'on n'a pas réussi à gérer. Oui, ok. Il y a eu ce déséquilibre, dont vous êtes peut-être responsable en partie, très probablement pas totalement responsable non plus, mais dans tous les cas, et ça vraiment, ça me paraît très important, vous n'êtes pas seul sur le bateau, vous n'êtes pas seul sur le navire. Il y a des choses à faire en fait. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a permis de mieux cerner cette problématique. Si le contenu vous a intéressé, je vous invite à vous abonner ainsi qu'à commenter cet épisode. Et à bientôt.